Jeudi 29 février 2024, et quoi de neuf sur la planète MMA? Eh ben écoutez, Jack Grant, le futur adversaire d'Abdul Abdurakhimov, a donné une interview, on va forcément en parler. On fera aussi un petit focus sur la carte du week-end qui passe totalement sous les radars. Personne n'en parle, pourtant il y a de belles petites oppositions qui nous attendent. Pour la petite blague, on verra que la chasse aux Diaz continue à Stockton, et on parlera bien sûr de toutes les actualités majeures du jour. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Et honneur au futur adversaire d'Abdul Abdurakhimov, Jack Grant. Alors moi je le connaissais pas vraiment, j'avais vu son nom passer, je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, je l'avais jamais vu combattre. Il n'a pas été très actif ces dernières années, il a combattu une fois en 2022, une fois en 2023, il expliquait qu'il y a eu beaucoup d'annulations de combats, que c'était pas forcément de son fait. Le dernier combat, il gagne sur une soumission à la dernière seconde du combat. Alors vraiment, ça lui fait un point commun avec Abdul. Parce qu'Abdul, il y a 3 ou 4 combats en arrière, il gagne, il reste 20 secondes dans le combat, il nous sort une soumission. Bah lui, il nous a fait la même. Il a expliqué justement que lors de son dernier combat, c'était un peu un combat de retour. Je rappelle, un combat en 2022, un combat en 2023. On peut pas dire qu'il était très actif. Il s'est senti un petit peu lourd sur les appuis, du coup il a foncé au sol, il a dit j'ai fait en sorte que le combat se passe au sol, ça me rassure, je vois que si ça se passe mal debout, je peux aller au sol et remporter mes combats, mais bon il a pas mal de soumissions à son actif, je crois qu'il a 19 victoires en carrière, il doit avoir 11 soumissions ou quelque chose comme ça, donc c'est assez impressionnant. Il explique que justement dans le combat d'Abdul, lorsqu'il gagne cette fameuse soumission à 20 secondes de la fin, c'est surtout son adversaire qui a fait une erreur. Il pense que Abdul est prenable même au sol. Il dit il est très fort quand il est sur le dessus, mais quand il est sur le dos, on sent qu'il n'est pas très à l'aise. Donc moi mon objectif ça va être de le mettre au sol et de réussir à prendre son dos. Il a beaucoup de respect pour Abdul, il le dit, c'est un combattant très complet, c'est un gars qui est bosseur. Debout il est bon, mais j'ai combattu des mecs meilleurs que lui debout. Donc ça va être un combat qui va pas être facile, mais je peux le faire. Il vise forcément une victoire par soumission au deuxième round. Écoutez, on lui souhaite pas vraiment, on préférait voir Abdul remporter ce combat. Et il explique qu'il a ouvert sa propre salle, mais qu'il continue à aller s'entraîner à droite à gauche. Il amène des gars dans sa salle, lui il va s'entraîner. Et puis il a l'impression de devenir un meilleur combattant en faisant comme ça. Donc moi je vais vraiment le découvrir dans une semaine face à Abdul. Forcément, j'ai pas vraiment envie qu'il s'impose, mais je pense que ça peut être un très beau combat entre deux spécialistes du sol. Mais parfois, vous le savez, on le dit, quand les deux sont des spécialistes dans un domaine, ça se passe ailleurs. On a vu des Damian Maia contre Ben Askren nous faire des combats de striking. Est-ce que ce sera la même chose? Je sais pas, mais en tout cas, si ça touche le sol, ça peut être spectaculaire. On va retourner à l'UFC maintenant, vous le savez, le main event c'est Rozenstruik contre Gaziev. Gaziev, lui, il est à 12-0 en carrière, 8 KO, 3 soumissions. C'est pas le plus connu, et c'est normal, il a fait un combat au Dana White Contender Series, qu'il remporte par soumission au premier round. Ensuite, il fait un combat à l'UFC, KO au deuxième, et là, tout de suite, on lui donne un main event. Alors, il a déjà 34 ans, ou il va avoir 34 ans cette année, donc forcément, il n'a pas vraiment le temps devant lui. Il explique que si l'UFC lui donne des raccourcis, il va les prendre, mais maintenant, s'il faut faire beaucoup de combats avant d'arriver à la ceinture, il les fera, il n'y a pas de souci. Il se rappelle de son premier combat à l'UFC, vous me direz en même temps, c'était il n'y a pas très longtemps, il signait les posters et il disait à son coach « Ah, t'imagines le jour où ce sera ma tête à moi sur le poster ?» Et boum, son prochain combat, c'est ce qui arrive. Il dit « Bah maintenant, la prochaine étape, c'est d'avoir ma tête sur le poster et que je combatte pour la ceinture. » Bon, forcément, il se projette un petit peu, mais honnêtement, c'est pas un gars qui est... C'est pas un gars qui est arrogant, il a beaucoup de respect pour Rozenstruik, il dit à l'UFC c'est l'élite, tu combats l'élite à chaque fois, c'est pas un sac de frappe qui est en face, bien sûr j'aimerais le finir, mais l'important c'est la victoire. Et puis il veut forcément accéder à la ceinture le plus vite possible, donc tu te doutes bien qu'avec un KO, ça va le catapulter plus rapidement. Et il y a un journaliste qui lui dit « Ouais, on a l'impression que tu as vraiment pris conscience que les réseaux sociaux sont importants, t'es beaucoup sur Twitter, t'es même plutôt drôle. » Il dit « Et là, quand on te voit en vrai, t'as l'air super sérieux. » Et là, il fait une petite blague, moi ça m'a fait sourire. Il dit « Ouais, mais c'est parce que là, j'ai eu besoin de cutter un peu de poids, donc j'ai très faim, je suis un peu énervé. » On sent qu'il y a un personnage à vendre, franchement, le problème c'est qu'il parle pas anglais, il a besoin d'un traducteur. Au premier abord, c'est vrai qu'il a pas une tête de rigolo, mais apparemment sur les réseaux sociaux, moi je le suivais pas, il est plutôt marrant à suivre, donc il a compris qu'il fallait se vendre. 12-0, donc dans la cage, il se vend aussi. Je pense qu'on peut avoir un très très beau combat. Je vous avais parlé de Rozenstruik cette semaine, donc j'ai préféré mettre l'accent sur lui aujourd'hui. Je le connaissais pas vraiment, un combat à l'UFC, tu peux pas vraiment dire que tu connais le gars. On va en apprendre beaucoup. Moi je pense qu'il peut le faire parce que Rozenstruik, il connaît des hauts, il connaît des bas. Il y a eu des combats où il s'est vraiment fait rouler dessus, contre Almeida notamment. Maintenant pour Gaziev ça reste un test, ça peut être la marche est peut-être un peu trop haute pour lui, je ne sais pas, mais on aura la réponse dès ce week-end.
Sur la carte, on en a un autre qui a eu du mal à trouver un adversaire, c'est Umar Nurmagomedov, il l'a répété en conférence de presse. Moi, je veux combattre tout le monde, je suis prêt à prendre n'importe qui, maintenant on me donne pas ma chance. Quand j'entends les gars dans le haut de la division qui disent oui, mais Umar, ok, il est invaincu, mais il a battu personne, il mérite pas de nous affronter, mais si on me donne pas ma chance, si les gros noms ne veulent pas m'affronter, je pourrais jamais battre un gros nom. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, comme on dit. Et puis il voulait vraiment combattre avant le Ramadan. Alors il a dit je prendrai n'importe qui, même un gars pas classé. Et puis c'est ce qui est arrivé, vous le savez, je vais vous parler de son adversaire juste après. C'est un gars qui n'a pas encore combattu à l'UFC, mais écoutez, il prend ce qu'on lui offre. Et puis on lui a demandé ce qu'il pensait du combat entre O'Malley et Vera. Il dit bah moi je pense que c'est O'Malley qui va gagner. Le premier combat s'est terminé sur blessure. Personne ne sait ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu la blessure. Donc il va dans le sens d'O'Malley. Hein. D'habitude les combattants aiment bien enfoncer O'Malley parce que bon on sait c'est un peu une grande gueule. En disant oui bah il parle beaucoup, il a perdu la première fois, il méritait pas d'être champion, etc. Bon bah lui il va dans l'autre sens, toujours intéressant. Son adversaire, c'est Begzat Almakhan. Vous m'excuserez hein, s'il y a des Kazakhs qui nous écoutent pour la prononciation, ça se dit peut-être pas comme ça. Lui, il a 13 KO en carrière, 2 soumissions, et il dit que forcément, quand on lui a proposé de prendre Umar, il a dit oui tout de suite. Il se rend bien compte que l'exposition est énorme. Et vous savez, même s'il perd le combat, mais qu'il fait une guerre, il peut faire parler de lui, il peut perdre le combat, mais réussir à toucher Umar ou le mettre en difficulté. On se rappelle de Diego Lopez, son premier combat, il perd, mais ça lui fait une pub de malade. Parce qu'il prend un gros nom à ce moment-là, donc il peut avoir la même destinée. Et puis l'idéal pour lui, c'est de gagner. Alors là, sa notoriété explose, et il l'a dit, si je gagne et que je prends sa place au classement, j'aurai tout gagné. Il y a un journaliste qui lui dit ouais t'as l'air vachement détendu, c'est bizarre. Et il dit ouais mais tu sais moi je suis un combattant, j'ai choisi ce métier pour ces moments-là, pour les gros défis, donc je suis heureux de faire ça. Maintenant moi ce qui me fait un peu peur c'est qu'il a fait la conférence de presse cette nuit on va dire, il avait reçu son visa la veille, il s'est tapé 20 heures d'avion, là il arrive, il y a le cutting, faut se peser, il va aller au combat samedi, les conditions sont peut-être pas idéales. Maintenant il a sauté sur l'occasion, il a dit j'étais pas encore d'entraînement. Mais je m'entraînais, j'étais sérieux, donc l'occasion est beaucoup trop belle. Et puis il estime que Umar est un combattant dangereux, très complet, mais lui aussi, et il nous promet une très belle guerre. On a Mohamed Mokaev sur la carte, hein, lui aussi invaincu, ça va être sa première fois aux États-Unis, c'est pas la première fois à l'UFC, on le sait, ça fait un petit moment qu'on le voit maintenant, il a que 23 ans, mais il a été plutôt actif, je crois que la dernière fois qu'on l'a vu c'était sur la carte hein, de Volkanovski contre Makhachev 2, donc c'était au mois d'octobre. Il explique qu'il a énormément envie de combattre et que même si son adversaire, il arrive quelque chose, il se blesse, il foire la pesée, je ne sais quoi, il prendra n'importe qui. Tout ce qu'il veut, c'est combattre. Il a que 23 ans, il pense que la division est vieillissante et qu'il a quelque chose à faire là-dedans. Concernant le combat pour le titre, il estime que personne ne veut voir Royval contre Pantoja 3. Et puis il a vu le combat de Moreno le week-end dernier, il a l'impression que Moreno, c'est le début de la fin. Il dit j'ai pas l'impression qu'il avait envie d'être là. Moi je suis toujours prêt à combattre, donc ça va faire la différence avec ces gars-là qui arrivent en fin de carrière. Et moi je suis jeune, je suis affamé. Il reconnaît aussi qu'il a fait des erreurs dans le passé. Par exemple, parfois pas assez de ground and pound. Trop de positions dominantes mais pas assez de frappes qui ont permis à ses adversaires de s'en sortir, de réussir des transitions. Et puis il a aussi sous-estimé parfois ses adversaires et ça aurait pu lui être fatal. Et moi ce qui m'a choqué dans l'interview c'est qu'il connaît extrêmement bien les gars de la catégorie. Il te parle même des combats qu'ils ont fait avant, comment ils ont gagné, contre qui. Franchement il m'a bluffé, j'ai l'impression moi que c'est un gars qui est passionné de MMA. Il vit le truc à fond, il regarde du MMA tout le temps. Très sérieux, donc dans la cage c'est sérieux, il a une grosse expérience, hein, je vous partage souvent, il avait mis une photo de toutes les médailles qu'il a gagnées depuis qu'il est jeune, entre la lutte, la boxe taille, tout ce que tu veux bien. Ouais, le train Mokaev, je pense, va être très dur à stopper, et justement le champion de la catégorie, hein, Pantoja, a posté une photo sur les réseaux en disant « J'attends mon prochain challenger ». On le sait, lui, il veut combattre au 301, donc au mois de mai au Brésil. Mokaev a déjà dit qu'il était chaud, hein. Si c'était faisable, il prenait, il y avait 10 semaines d'écart, mais il se sent capable de le faire. Donc on aura une réponse déjà ce week-end s'il passe le test Pérez, si je dis pas de bêtises, si je me trompe pas sur son nom de famille, mais ça on en parlera demain. Vous le savez, Alexander Volkanovski malheureusement après un terrible KO contre Topuria il y a 15 jours, son entraîneur estime qu'il a fait tout ce qu'il fallait tout au long de sa carrière pour mériter un rematch immédiat. Il a pris des short notice, il a été actif, il a défendu la ceinture, il a fait tout ce qu'il fallait. Il dit je vois pas comment il ne pourrait pas avoir son rematch. Volkanovski, lui, a déclaré qu'il n'était pas le même face à Topuria. Il sentait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il n'était pas au top. Il dit j'avais plutôt l'impression de combattre pour ne pas prendre de coups, que j'étais trop sur le reculoir, et du coup ça m'a porté préjudice, et maintenant forcément il veut avoir son rematch, et Topuria a dit qu'il se verrait bien revenir en octobre ou en novembre. Alors du coup on sait que Volkanovski veut prendre un peu de temps pour lui, Topuria retour octobre ou novembre, donc en réalité si on regarde le calendrier ce serait faisable, la revanche tout de suite. Maintenant je ne sais pas du tout ce que va décider l'UFC.
Dans cette même soirée, on avait eu Robert Whittaker qui s'est imposé contre Paulo Costa. Et lui, il a déclaré qu'il voulait revenir au mois d'août. Il a entendu dire que l'UFC possiblement serait en Australie, à Perth. Et il aimerait combattre, pourquoi pas, Dricus du Plessis. Bon, Dricus est champion, ça me semble un peu compliqué. Mais sinon, Sean Strickland. Et ça, moi, je pense que ça ferait un très beau combat. Et le vainqueur pourrait avoir sa chance pour le titre, ou en tout cas se mettre dans la discussion. Puisqu'on est chez les poids moyens et en Océanie, on y reste avec Israel Adesanya qui a dit qu'il lui a fallu 6 ans pour réussir à battre Pereira, mais que ça sera pas aussi long pour Sean Strickland, ça va pas lui prendre autant de temps, mais que d'abord il veut s'occuper de Dricus du Plessis et après il réglera ses comptes. Donc Adesanya, on le sait, il est de retour, il parle de nouveau beaucoup, pardon. Et c'est aussi ça qui l'a fait, qui fait vendre. Hein. Donc je sais pas ce que ça va donner. Est-ce qu'on va lui donner Strickland? Est-ce qu'on va lui donner Du Plessis? Moi je pencherais un peu plus pour Du Plessis quand même. Un combat pour la ceinture tout de suite. En plus il y a un narratif qui s'est mis en place. Donc je sens les choses se jouer comme ça. On reste dans la team Adesanya avec Dan Hooker qui a déclaré qu'il se verrait bien prendre Fiziev. Personne ne veut prendre Fiziev, donc lui il lève la main, il dit bah moi je vais le prendre, hein, je prends n'importe qui. Il avait parlé aussi de Renato Moicano il y a quelques temps, et Renato Moicano lui a dit vas-y au mois de juin, l'International Fight Week, Money contre Hooker à Las Vegas. Moi aussi je veux t'affronter, donc dans les deux cas, ça fera un beau combat. Je pense que Hooker, il est un peu limite pour Fiziev, mais Fiziev revient de blessure, donc on ne sait pas dans quel état il va revenir. Je pense que Moicano, aujourd'hui, est un peu plus prenable pour Dan Hooker. Dan Hooker, faut jamais l'enterrer. On se rappelle ce qu'il avait fait à Puelles. Maintenant, c'est vrai qu'il est quand même vieillissant. Je verrais quand même Moicano s'imposer face à lui. Mais tout peut arriver dans ce sport. Je vous disais que Masvidal continue à chasser Ned Diaz, ça fait plusieurs jours, et hier il avait mis une photo de lui à Stockton. Aujourd'hui il s'est pris en photo devant la Diaz Academy, pardon, et il dit il y avait personne, c'est dommage, je donne des leçons gratuites si vous voulez. Bon, moi ça me fait sourire tout ça, parce que je pense qu'en fait il y a du respect entre les deux. Ils essayent un peu de vendre le combat, et puis moi ça me fait sourire, surtout que Ned Diaz a dit qu'il voulait combattre à la Sphère au mois de septembre. Et il y a Daniel Cormier qui dit ouais, est-ce que je regarderai un pay-per-view avec Ned Diaz dessus? Bien sûr que oui. Est-ce que je regarderai si c'est Ned Diaz en main event? Je pense qu'il y a d'autres combattants qui méritent plus. Alors en soi, il a raison, Daniel Cormier. Il n'y a peut-être pas des mecs qui ont le calibre, le nom de Ned Diaz aussi vendeur, mais par contre, sportivement, il y en a qui méritent beaucoup plus. Je suis entièrement d'accord avec lui. Et Ned Diaz, bon, il l'a insulté, et il a dit ouais, t'es pas un combattant, t'es complètement l'opposé. Bien parlé, Daniel Cormier. Bon, Ned Diaz, il est toujours prêt à répondre quand on le taquine un peu. Et une annonce de combat, maintenant, Michael Johnson va affronter Matt Frevola, la dernière victime de Benoît Saint-Denis. Je pense que ça peut donner un très très beau combat, pourquoi pas, pour qu'un des deux puisse réentrer dans le top 15. Hier, Mike Perry nous disait qu'il avait signé quelque chose avec le Barnacle, qu'il avait hâte que ce soit annoncé. Bah, c'est annoncé aujourd'hui, il va affronter le vétéran de l'UFC, Thiago Alves. Je pense que ça peut envoyer dans ce combat. Et puis dans la même soirée, on aura Ben Roswell, excusez-moi, contre Todd Duffy. Alors là, c'est pareil, moi, Todd Duffy, c'est un combattant que j'ai adoré. Bon, il y a eu des blessures, il a jamais été champion, etc. Mais quand il rentrait dans la cage, à une époque, tu savais que c'était tuer ou être tué. Je crois qu'il a jamais connu la décision en carrière en MMA, donc c'est impressionnant. Et puis, bon là, on sait, en Barnacle, les choses sont un peu différentes. Mais Ben Roswell, il est toujours là, c'est impressionnant. Et puis on termine, ceux qui aiment les documentaires, etc. Il y a un documentaire Netflix qui est sorti, Battle of the Baddest, c'est sur le combat entre Francis Ngannou et Tyson Fury, la préparation, la soirée du combat, etc. Je sais pas si c'est sur Netflix France ou seulement aux US, mais bon, en tout cas, ceux qui ont un VPN, vous pourrez voir, et puis ça va forcément sortir très bientôt, un peu partout, je pense. Écoutez, on a fait le tour de l'actu pour aujourd'hui. Si vous voulez me soutenir, un petit like, un petit abonnement, et puis tout de suite, on va répondre à vos interrogations, on va lire en tout cas vos réflexions dans la Minute Auditeur. Alors la Minute Auditeur, hein, vous êtes deux, il y a Vincente Mata et TNSN qui m'ont dit que Guimouri, il a chopé un staphylocoque, il a 2 infections, ce qui explique pourquoi il n'est pas présent sur la carte du week-end. J'ai aussi Ben Lam qui me dit, je ne comprends pas pourquoi on ne parle pas d'un Diaz contre McGregor 3 à la Sphère. Bon, moi je pense qu'on va finir par en parler, très honnêtement, sauf s'il y a quelque chose qui se signe avec Masvidal, mais il y aura toujours cette rumeur. Après la Sphère, bah... Je pense que c'est un peu plus vendeur Masvidal parce que Masvidal, il y a aussi le côté sud-américain, il vient de Cuba, tu vois, ils vont se faire une soirée mexicaine, Amérique du Sud. Mais moi, je pense plus à un combat Diaz-Masvidal que Diaz-McGregor, parce que McGregor, on a l'impression que ça va être Chandler le prochain. On sait pas quand, imagine, ça se fait au mois de juillet ou au mois d'août, il va pas revenir au mois de septembre. Mais la rumeur, à mon avis, je pense qu'on va l'entendre. Il y a Oscar Goujon qui me dit
Honnêtement, ça va être chaud pour Hill. Il a beau être complet, si Pereira le touche, c'est fini. Bah ça c'est sûr, Pereira il a la touche de la mort. Maintenant Hill, je me suis re-regardé tous les combats de Hill à l'UFC. Je vais vous sortir, je pense, la semaine de l'UFC 300, un petit épisode spécial sur Jamal Hill. Hill, franchement, debout, il gère bien la distance. Il a un bon jab, il a un bon bras arrière. Ça va pas être facile pour Pereira de casser la distance. Je pense que Hill va avoir un peu plus d'allonge que lui. Maintenant, Pereira, il en a tellement vu dans sa carrière que tout est possible, hein, bien sûr. Et puis, j'ai Sedvap fan qui me dit « J'ai l'impression que les boxeurs d'anglaise font un petit complexe par rapport au MMA. » Moi, ce qui m'a fait sourire, c'est que ça m'a rappelé quand McGregor affrontait Mayweather. Il avait dit « Mais de toute façon, si je perds, on s'en fiche. Je perds un demi-combat, je perds même un quart de combat. Qui en a quelque chose à faire ?» Et ta réflexion m'a fait penser à ça. Après, maintenant, c'est sûr que un combattant de MMA est beaucoup plus complet qu'un combattant de boxe anglaise. Après, vu ce qu'ils se mettent dans les poches, je parle de l'élite, hein, de la boxe anglaise, il y a peut-être un petit complexe sportif, mais bon, financièrement, t'inquiète pas, ils sont bien réconfortés. Il y a Jordan Herman qui me dit « Je pense que Oliveira va perdre contre Arman. Il est jeune, affamé et un talent de malade. Tout le monde parle de Oliveira Islam, la revanche, mais pour moi, il n'aura jamais lieu. » Alors moi, honnêtement, je vois aussi Tsarukyan s'imposer. Maintenant, tout peut se passer, mais si j'avais une pièce à mettre, je la mettrais sur Tsarukyan, c'est ça, plus jeune, plus affamé, plus frais, une lutte qui, je pense, peut gêner Oliveira. Après, il faudra pas trop rester debout, parce que debout, Oliveira, il prend des coups, il a un jeu très ouvert, mais il peut aussi toucher, faire mal. Et puis Oliveira, s'il touche Tsarukyan, que Tsarukyan se retrouve sur le dos, et que c'est Oliveira qui est sur le dessus, ça peut aussi être dangereux pour Tsarukyan. Mais je suis assez d'accord avec toi, et tu me dis, pour moi, si Benoît Saint-Denis gagne contre Dustin, il aura sa chance contre Justin Gaethje. S'il gagne aussi pour la BMF, en attente que Islam se batte avec le vainqueur de Oliveira Tsarukyan. Normalement, ça va se passer comme ça. Mais écoute, je le souhaite. Hein. T'imagines, tu prends Poirier, ensuite tu prends la BMF, en plus tu prends la ceinture. Alors là, il coche toutes les cases. Magnifique pour lui. Ensuite, j'ai It's Puarze. Excuse-moi, à chaque fois tu me le dis en plus. Je t'appelle It's. Une fois tu m'avais dit appelle-moi It's, c'est plus simple. Tu me dis salut à toi. Pour moi, Pereira n'a aucun sol, rien, zéro. Le mec est une bûche de bois. Si il l'amène au sol, merci, bonsoir. Ensuite, je suis à 100% derrière BSD. Néanmoins, il devra se méfier de Dustin contre la cage, à courte distance, dans la boîte, comme on dit. C'est là que Dustin est le meilleur. C'est là que Dustin est le meilleur en contre. Oui, c'est vrai que ça va être compliqué. Et puis ça a fait réagir ton message hein, concernant Pereira. Il y a Christian Bouchard qui dit que Pereira s'entraîne chaque jour avec Glover Teixeira. Je dis pas qu'il est le meilleur, mais il est très très bon. Et il y a Nemozine qui me dit exactement sans compter le fait qu'il n'ira pas au sol. Et moi, alors moi je vais être assez balancé entre les deux. Pereira, si je dis pas de bêtises, dans le combat contre Adesanya, il y a eu toute une phase où il a quand même été dominé en grappling lutte. Donc je pense que c'est pas... Ok, il travaille pour pas être amené au sol, il travaille beaucoup là-dessus. Je pense que Hill aurait quand même le dessus, mais Hill, on l'a pas vu énormément au sol dans sa carrière non plus. Hein. On l'a surtout vu dans des phases défensives au sol. Là où Hill pourrait avoir un avantage, c'est aussi dans le clinch. Hill, il est super puissant en clinch. Franchement, regardez ses anciens combats, vous allez voir, c'est impressionnant. Mais oui, au sol, moi aussi je donnerai un avantage à Hill. Maintenant, Hill ira peut-être au sol seulement s'il est touché debout. Une fois que tu es touché debout, au sol, tu n'es plus forcément le même. Je donne un petit avantage à Hill, mais comme les autres le disent, il s'entraîne avec Glover. Ça peut jouer. Mais de toute façon, moi, c'est un combat qui m'intrigue beaucoup. J'espère seulement que Hill ne va pas se blesser parce que je crois que je vous l'ai dit hier, je suis pas sûr, mais j'ai entendu Eric Cara dire qu'il avait vu Hill au Performance Institute ou à Vegas il y a quelques semaines quand Taylor Lapillus a combattu. Apparemment il avait encore du mal à marcher, il avait un petit bedon, il n'était pas en super forme. J'espère qu'il va pas pousser la prépa à fond et se reblesser la semaine du combat. Ce serait vraiment très très dommage. Mais ce serait peut-être l'occasion pour Adesanya de prendre le short notice. Je dis ça, je dis rien. On a Chef Soviet qui nous dit pour Vol que c'est bizarre, mais tout un temps il n'a eu aucune visibilité malgré qu'il roulait sur tout le monde. Mais depuis Islam, les choses ont changé et j'ai l'impression qu'il ne refuse rien pour garder la hype. Mais au final, ce n'était peut-être pas la bonne stratégie, je me trompe peut-être, mais c'est mon ressenti. C'est vrai que la notoriété de Volkanovski, elle a explosé suite au premier combat contre Makhachev. Hein. Ça, on peut pas lui enlever, ça a changé sa carrière. Pourtant, chez les poids plumes, il régnait, hein. Il y avait eu 3 combats contre Holloway, etc. Mais ouais, ça a changé sa carrière. Puis je te dis, il a peut-être voulu surfer sur la vague. Et on sait, c'est un gars qui veut être actif. Il est plus tout jeune, donc il y a un moment où forcément le train allait dérailler. Et puis malheureusement, c'est arrivé. Il y a eu 2 KO de suite. C'est pas génial. Écoutez, on a fait le tour. Ah oui, il y avait aussi l'EPS Krav Maga Factory qui me disait que lui, il sentait pas trop Manon Fiorot, que selon lui, elle était un peu surcotée. Et moi, comme je te disais, écoute, elle a battu Namajunas, ok, peut-être pas la meilleure des Namajunas, pas dans sa catégorie, il y a une blessure, mais pour l'instant, elle a fait le taf. Là, on va voir quand elle va taper l'élite, hein, la championne ou Valentina Shevchenko. Là, on va vraiment voir ce que ça donne, et peut-être que, comme tu dis, elle est limitée, mais en tout cas, j'ai envie de voir ça pour voir jusqu'où elle peut aller. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui, une bonne émission, j'espère que vous avez apprécié, et on se retrouve demain à 17 h. Passez une bonne journée, salut!